Votre téléphone sonne, un journaliste est au bout du fil et il vous parle d'un sujet sensible auquel vous n'êtes absolument pas préparé. Dans cet épisode, je vais vous donner tous les conseils pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire dans les 30 minutes. Vous écoutez À la Une, le podcast qui vous fait décrocher la une des médias avec Véronique Martin. Directrice de l'agence Prestance, depuis plus de 20 ans, j'accompagne dirigeants et communicants dans leur prise de parole médiatique. Dans À la Une, je vous livre sans filtre les coulisses de mon quotidien aux côtés des journalistes et des entreprises. Si vous avez un enjeu à me partager, vous pouvez me contacter sur véronique-martin.fr. Conseil numéro 1, ne jamais ignorer un journaliste. La première erreur que font les entreprises lorsqu'un journaliste les appelle en situation de crise, c'est de dire « je ne veux pas répondre aux journalistes ». C'est une très mauvaise stratégie. Alors pourquoi ? Parce que le journaliste ira toujours chercher l'information dont il a besoin. Il ira la trouver chez vos collaborateurs, chez vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs en fonction de la crise. Et conclusion, l'article sortira sans votre version des faits. Répondre aux journalistes même si vous n'avez pas toutes les informations. Et vous pouvez tout à fait dire « nous sommes en train d'analyser la situation et nous reviendrons vers vous quand nous aurons l'information ». C'est tout à fait possible. Mais surtout, ne fermez jamais la porte. Un exemple concret qui date d'il y a quelques mois, mouvement social dans une entreprise industrielle qui était en plein PSE, du personnel qui se retrouve devant l'entreprise et qui font un piquet de grève et France 3 arrive. Bien sûr, France 3 interviewe les salariés qui sont devant l'entreprise et demande à voir la direction. Eh bien oui, la direction doit prendre la parole. Alors ça ne veut pas dire que la direction doit être devant la caméra, mais en tout cas la direction doit donner son point de vue. Parce qu'imaginez-vous, si jamais on répond aux journalistes de France 3, non, la direction ne veut pas parler, que va faire le journaliste ? Il n'aura qu'un seul point de vue, il ira chercher l'information. C'est pour ça qu'il faut toujours répondre aux journalistes, même si les informations qu'on lui donne sont des informations courtes, factuelles. On peut tout à fait dire aux journalistes, pour l'instant, voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, je vous donnerai plus d'informations plus tard. Si vous ne parlez pas, vous laissez quelqu'un d'autre parler à votre place, et du coup, vous ne maîtrisez ni votre message, ni votre image. Alors mon deuxième conseil est de pouvoir identifier quels sont les journalistes qui s'intéressent à ce sujet. Qui est le journaliste ? Pour quels médias ce journaliste travaille ? Et surtout, quelles sont ses questions ? Pourquoi il appelle ? Ces journalistes qui s'intéressent au sujet, il faut que vous puissiez en interne avoir un porte-parole qui est identifié, qui puisse être capable de répondre à ces journalistes. Et du coup, il faut un point de contact unique. Il faut que le journaliste qui appelle, vous puissiez l'identifier. Il peut tout à fait appeler par téléphone, il peut envoyer un mail. Vous pouvez avoir plusieurs antennes différentes. C'est déjà le cas de figure que j'ai pu rencontrer. Sur une crise pour une entreprise que j'ai accompagnée, en fait, le risque, c'est qu'elle avait 5 antennes sur toute la France. Les journalistes pouvaient appeler aussi bien au siège, mais aussi dans les antennes. Donc il faut s'assurer qu'un journaliste qui appelle dans une antenne qui se trouve à Grenoble, qu'on puisse avoir l'information. Ensuite vient une étape fondamentale, la rédaction des éléments de langage. Dans une communication de crise, il faut très rapidement définir 1. Ce que l'on sait précisément, 2. Ce que l'on ne sait pas encore, et 3. Ce que l'on va pouvoir dire publiquement. Et ces éléments de langage, ils servent de cadre dans toutes les prises de parole. La dernière chose que je peux vous dire sur les 30 premières minutes, c'est de réunir la cellule de crise. Qui compose la cellule de crise ? Ce sont les personnes qui sont en capacité de pouvoir résoudre la crise. Alors il y a bien sûr le communicant, mais pas que. Toutes les personnes, souvent on a donc la direction générale, très souvent bien sûr, on peut avoir les RH si c'est une crise en lien avec les ressources humaines, et souvent on a du juridique bien sûr, et on peut avoir du financier. Alors concrètement, quand je parle de cellule de crise, pas de panique, on n'est pas dans une série télé. La cellule de crise, de manière concrète, comment ça se passe ? C'est un groupe WhatsApp, c'est un groupe Teams ou c'est des appels téléphoniques. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les personnes clés puissent en temps réel échanger sur l'évolution de la crise et que le communicant puisse avoir les informations pour préparer ce dont on a parlé avant, les éléments de langage. L'objectif est simple, partager les informations en temps réel et coordonner les réponses. En conclusion, il y a 2 choses importantes que je veux vous partager. La première, c'est qu'il faut agir. Il ne faut pas laisser la rumeur se développer, parce que là, vous ne maîtrisez pas, et c'est vraiment le risque en communication de crise. Et la deuxième chose, ne laissez pas la place au silence. Je préfère
que vous répondiez à un journaliste. Au moment où il vous interroge, vous n'avez pas l'information, mais vous lui donnerez des informations un peu plus tard et vous lui donnez un délai, plutôt que vous laissiez le journaliste aller chercher l'information ailleurs. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode à la une. Pour aller plus loin, pour retrouver mes conseils et me contacter, je vous invite à aller directement sur véronique-martin.fr.